Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur les changements annoncés au sein du gouvernement. C'est en partie une nouvelle équipe qui a été dévoilée après les départs de 4 ministres, dont François Bayrou. Nous allons revenir bien sûr sur ses choix, sur les équilibres politiques et les éventuelles conséquences sur le paysage à droite et à gauche. Le débat est à suivre avec de nombreux invités en notre compagnie. Et plus largement, une réflexion ce soir autour de la moralisation de la vie publique. Cette moralisation est bien sûr nécessaire, mais jusqu'où doit-elle aller? N'y a-t-il pas là un risque de retour du balancier? Sur ce sujet, le match des idées va opposer le sociologue Michel Vievorka à la philosophe Chantal Delsol. Enfin, l'entretien. Mon invité est économiste, professeur Jean-Hervé Lorenzi s'inquiète de l'emprise de Google, Apple, Facebook, Amazon et autres GAFA. C'est l'acronyme qui désigne ces mastodontes plus puissantes que des États. Il en parle dans un livre intitulé L'avenir de notre liberté. Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Vos réactions aux questions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Une nuée de journalistes. Marine Le Pen, accompagnée des 7 autres députés FN, a fait ses premiers pas à l'Assemblée nationale. Photos sur le perron, découverte de l'hémicycle. Hormis Gilbert Collard, tous découvrent les lieux. Gilbert aussi a un rôle très important, il a déjà fréquenté l'Assemblée pendant un mandat, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde et donc c'est aussi lui qui discute ou qui discutera, je n'en sais rien. Mais l'ambition, elle est quand même de rassembler pour essayer de créer un groupe. À 8, les députés FN ne sont pour le moment pas assez nombreux pour créer un groupe à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Finalement, ce sera chacun de son côté. Le Parti communiste et France Insoumise ne formeront pas de groupe commun à l'Assemblée nationale. Le PC s'alliera à 4 élus ultramarins pour avoir les 15 députés nécessaires pour former un groupe. Mais André Chassaigne, le député du Puy-de-Dôme, précise qu'il n'entend pas s'opposer au groupe France Insoumise, mais trouver des moyens de travailler ensemble. Déclaration. Mais je crois qu'en tout cas, il a fait une déclaration que j'ai trouvée très digne, très à la hauteur de l'homme que je connais, qui est aussi un homme de liberté, puisque je suis élu avec lui à Pau. Donc ça ne m'étonne pas. Il parle de son envie aussi de ne pas entraver, je crois, tout simplement la volonté que cette loi aille jusqu'au bout. C'est une loi qui est importante, indéniablement, pour le Parlement, pour la confiance des citoyens aussi. Donc après, il a dit qu'il faisait confiance à la justice. C'est le moindre, puisqu'il est ministre de la Justice sortant. Et donc voilà, je pense que c'est la justice qui fera son travail. Emmanuel Macron. Alors qu'à l'Elysée, on se prépare à annoncer le remaniement, Emmanuel Macron lui poursuit ses rencontres avec les chefs d'État étrangers, notamment le prince héritier d'Abu Dhabi, mais aussi le président colombien Juan Manuel Santos. Demain, le président de la République participera à son premier Conseil européen à Bruxelles. En France. 33 degrés, 37 et des pointes à 38. Partout en France, les températures favorisent la pollution à l'ozone. Pour ceux qui prennent la voiture à Paris, attention, demain, les véhicules les plus polluants ne pourront pas circuler. Dans le reste de la France, plusieurs villes ont modifié leurs horaires d'ouverture des parcs et piscines. International. C'est une tradition outre-Manche. Après les législatives, la reine présente le programme législatif du gouvernement, le Queen's Speech, un discours essentiellement tourné autour du Brexit. Mon gouvernement cherchera à maintenir un partenariat profond et spécial avec les alliés européens et à forger de nouvelles relations commerciales à travers le monde. En revanche, faute de majorité solide au Parlement, peu de réformes d'importance ont été annoncées. Et dans l'actualité, c'est en partie une nouvelle équipe gouvernementale qui a été dévoilée après les départs de 4 ministres, dont François Bayrou. Alors nous allons bien sûr revenir sur ses choix, sur les équilibres également politiques et puis les éventuelles conséquences sur le paysage à droite et à gauche. Et puis place à présent à l'action après cette longue séquence électorale et politique. Sur tous ces aspects, je vous présente nos invités ce soir. Isabelle Véramasson, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de communication, directrice de recherche au CNRS, nous accompagne
campagne, Judith Vintraube, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique au Figaro, Georges-Marc Benamou, bienvenue, bonsoir. Essayiste, journaliste, auteur de nombreux ouvrages. Et je cite le dernier en date, Dites-leur que je ne suis pas le diable, chez Plomb. Rafik Smati nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Entrepreneur, président du mouvement Objectif France. Alors, mesdames, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de nous arrêter sur les nouveaux visages du gouvernement. Des nouveaux visages après un remaniement qui, vous vous en souvenez, avait été annoncé comme technique. Ce n'est pas du tout le cas. Il est ample, il est large. Le tout après 4 départs. On voit tout cela avec Samia Dechir. C'est une équipe élargie qui succède au premier gouvernement d'Édouard Philippe. L'exécutif passe de 22 à 29 membres. Aucun centriste ne succède au ministre démissionnaire du MoDem. À la justice, François Bayrou est remplacé par Nicole Belloubet, membre du Conseil constitutionnel. Aux armées, Florence Parly, ancienne socialiste passée dans le privé, succède à Sylvie Goulard. Quant à Marielle de Sarnez, elle a été remplacée aux affaires européennes par la directrice de l'ENA, Nathalie Loiseau. Mais le MoDem reste représenté avec l'arrivée de la sénatrice Jacqueline Gouraud, vice-présidente du parti, qui devient ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Je suis très heureuse d'être ministre auprès de Gérard Collomb, que je connais bien, avec qui j'ai beaucoup travaillé déjà au Sénat. Nous sommes ensemble à la Commission des lois, nous étions ensemble à la Commission des lois. Et donc je vais le retrouver sur un terrain que j'ai beaucoup pratiqué, c'est-à-dire les collectivités locales. Autre membre du MoDem, Geneviève Darrieussecq, devient secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Au jeu des chaises musicales, Jacques Mézard quitte le ministère de l'Agriculture pour succéder à Richard Ferrand à la cohésion des territoires. Il est remplacé par le député En Marche, Stéphane Travert. Autre arrivée significative au gouvernement, celle du sénateur Jean-Baptiste Lemoyne. Le premier parlementaire LR à avoir rallié En Marche devient secrétaire d'État aux affaires étrangères. Et c'est vrai que c'est, avec un peu d'émotion et une grande fierté de savoir que le président de la République, Emmanuel Macron, le Premier ministre, font confiance pour être utiles derrière Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et c'est le sentiment aussi d'une charge, d'une responsabilité. Enfin, Benjamin Griveaux, fidèle d'Emmanuel Macron, devient secrétaire d'État à l'économie et Sébastien Lecornu, proche de Bruno Le Maire, devient secrétaire d'État à la transition écologique. Voilà pour tous ces changements. Ce soir, une première question générale. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle photographie du gouvernement? Quelle est votre impression après ce changement? Judith Vintraube. Moi, je le trouve assez profond. Vous l'avez dit en introduction, on partait pour un remaniement technique. Et puis, la préparation, la décision surtout, qui a tout déclenché de Sylvie Goulard, de quitter le ministère des Armées, en dépit des efforts d'Emmanuel Macron pour la retenir et qui a entraîné les départs en cascade et non pas les départs volontaires, mais je pense qu'on en parlera de François Bayrou et de Marielle de Sarnez, ont conduit à un remaniement profond à la fois en termes d'affichage et en termes d'équilibre politique. Alors certes, les deux obligations et deux contraintes que s'était fixé le président sont toujours là et toujours respectées. Parité homme-femme, et on peut noter d'ailleurs que les femmes sont mieux placées. Elles sont aussi nombreuses, ou 50-50, mais deux dans des ministères régaliens, défense, justice. À la défense, il n'y a même que des femmes, puisqu'il y a une secrétaire d'État en plus de la ministre. Ça, c'est le premier facteur. Et la deuxième contrainte, c'était société civile et professionnelle de la politique, et celle-là aussi est respectée. Ce qui explique d'ailleurs que politiquement, on voit un peu moins le message. On constate que des proches très proches d'Emmanuel Macron entre gouvernements, alors qu'on les croyait destinés à verrouiller le dispositif plutôt à l'Assemblée, par exemple. Et puis on peut constater aussi une arrivée très discrète de socialistes inconnus du grand public, en tout cas. On va détailler tout cela. Même question, photographie et impression générale. Oui, je crois que Judith Vintraube a bien dit l'ensemble. Donc équilibre, homme-femme, politique. La gauche trouve que c'est devenu à droite, et la droite que c'est que le gouvernement est devenu à gauche, qui est donc un signe
équilibre politique. Moi, ce que je pourrais ajouter peut-être, c'est le fait qu'il n'y ait pas de belle prise. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous appelez belle prise? Jean-Pierre Raffarin, par exemple. Oui, enfin, il n'y a pas de personnalité, ni de la vie de la société civile, ni de la vie politique. On n'a pas l'équivalent, enfin, c'est pas facile, hein, de Nicolas Hulot ou quelqu'un qui aurait donné un signe quelconque. Là, les Français sont devant des noms qu'ils ne connaissent pas. On imagine qu'ils ne seront pas c'est pas des fortes personnalités qui pourront s'opposer ou intervenir, etc. Non, on imagine, j'ai bien dit. En tout cas, c'est vrai qu'en général, les fortes personnalités sont connues un peu avant. Et là, c'est plutôt quelque chose qui est un peu transparent. Et on sent qu'on est dans le saupoudrage, ou plutôt dans le désir de répondre au départ, à l'équilibre gauche-droite. Rien passé peut-être. Peut-être, même comme si c'était rien passé, même si évidemment le départ de François Bayrou et de Mireille Jouve, c'est énorme et ça n'a pas été compensé. Le tour de table se poursuit. Georges-Marc Benamou. Oui, il fallait faire oublier le premier départ. Il fallait faire oublier le faux départ Bayrou, parce que finalement c'est ça, impatience des Français, plébiscite, et puis là, quelques semaines plus tard, on voit que Macron décroche à gauche, que la déception se fait, que les affaires reprennent, etc. Donc il fallait banaliser ce deuxième gouvernement. D'abord les grandes prises, y en avait-il? Monsieur Raffarin avait-il vraiment envie de venir? Il y avait peut-être des prises. Il l'a dit publiquement. Voilà, c'était des prises de taille moyenne chez les constructifs, comme on dit maintenant. Hein, donc, je pense que finalement, il a préféré faire un gouvernement étonnant, d'ailleurs assez technocratique, rééquilibré, c'est vrai, sur la gauche, mais technocratique. Derrière les poids lourds politiques, entre guillemets, M. Mézard, qui est un vieux de la vieille, etc. Oui. Il y a toujours un jeune. Je pense que c'est le futur couteau suisse du gouvernement. Donc, et un gouvernement, déjà, finalement, il fait du sauvetage. Pas politique. Les trois poids lourds politiques sont assez relatifs. C'est M. Le Maire, c'est M. Le Drian et c'est M. Collomb, qui tous étaient des marginaux dans leur propre camp. Donc, finalement, ça ressemble, je ne sais pas ce qu'en pensent les historiens, au deuxième gouvernement de Gaulle, débarrassé de Guy Mollet, etc., qui est un gouvernement de technocrates aux ordres de Gaulle. Donc c'est pur sucre, 5e République, façon de Gaulle. Macron, aux ordres d'Emmanuel Macron, donc voilà. On verra comment ça va se passer. Même question, Rafik Smati. Oui, il y a plusieurs aspects politiques dans ce nouveau gouvernement qui ont été abordés autour de cette table, dont certains nous réjouissent un peu trop vite d'ailleurs. J'ai entendu certains éditorialistes ce soir se réjouir qu'il y avait des femmes à des postes clés, à des postes régaliens. Je voudrais simplement rappeler, parce que c'est vrai que nous avons la mémoire courte, que sous Nicolas Sarkozy, on avait une ministre de l'économie et des finances, une ministre de la justice, une ministre de l'Intérieur, qui est ensuite devenue ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie. Donc fondamentalement, ce n'est pas nouveau. Et c'est vrai que tout ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui est considéré... Non, vous êtes injuste. C'était par rapport au premier gouvernement, il y avait des femmes en nombre équivalent, mais à des postes moins importants. Mais se réjouir... Et je ne parlais pas pour vous. Quand des femmes à des ministères régaliens, ça sera normal, c'est bien. Non, mais c'est bien. Voilà, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Maintenant, sur le fond, le diable se cache dans les détails. Et il me manque un ministère fondamental. Le ministère de l'Industrie. Il n'y a pas de ministre de l'Industrie. C'est la première fois depuis 1958 que la France n'est pas dotée d'un ministère de l'Industrie. Et ce qui est un comble sur plein de registres. Je rappelle que Emmanuel Macron était lui-même ministre de l'économie et de l'industrie. C'est quelqu'un qui, a priori, comprend les enjeux qui sont relatifs à l'industrie. L'industrie, on est à l'aube d'une révolution industrielle, c'est quand même pas rien. On parle de robotique, d'intelligence artificielle, de nanotechnologie. Donc ce n'est pas un petit sujet. C'est même un tsunami technologique qui est monstrueux. Nous avons des fleurons technologiques en France. En ce moment, on a le salon du Bourget. Mais tout ça, comme si... de rien n'était. Et finalement, c'est assez révélateur. C'est pour ça que je dis que le diable se cache dans les détails. C'est assez révélateur du logiciel Emmanuel Macron, qui est quelque part dans la négation de ce qui est tangible et qui est dans la glorification de l'immatériel. C'est vrai que Emmanuel Macron veut faire de la France un pays de start-up, mais il n'y a pas que des start-up. Je n'ai rien contre les start-up, je suis président d'une entreprise dans le domaine du numérique. Mais un pays n'avance pas avec des start-up, il avance avec de grosses industries. En France, l'industrie, c'est 75% de la recherche-développement. C'est 75% de nos exportations. Et voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ministre en charge de l'industrie, c'est stupéfiant. Même si, évidemment, tout cela est partagé entre différents ministères et compétences.
Mais je n'ai pas vu le nom industrie. Et c'est la première fois, Sonia Mabrouk. Le ministère n'est pas un gage de réussite, forcément. Ouais, mais enfin, en termes de signaux, on va voir on a les vu qu'on éléments raisonnait beaucoup en termes de positifs, signaux. et puis on va voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Sur le verre à moitié vide, ce qu'a dit Georges-Marc Benamou en disant finalement c'est peut-être la technocratie qui a pris la main. Est-ce que c'est le cas? Les énarques qui ont une place importante. Il y a aussi l'entrée de la directrice de l'ENA. Est-ce que vous y voyez au contraire une bonne nouvelle, une garantie de compétences, voire de sérieux, ou au contraire une mainmise, voilà, de ce que certains appellent l'énarchie? L'expérience m'a appris à me méfier des gens présentés comme technocrates, qui parfois se révèlent aussi d'abominables idéologues sectaires. Donc je vais attendre de voir, là, prudemment. Je ne vais pas faire de procès d'intention, mais plusieurs personnes présentées comme des gens issus de la société civile, ayant travaillé dans les directions de grandes entreprises, plutôt d'État d'ailleurs, me semble avoir un profil hautement politique et pas aussi technocratique qu'on voudrait bien le faire croire. Il reste donc, si je résume, des poids lourds quand même importants. Vous les avez cités, Georges-Marc Benamou. Il y a toujours cet équilibre société civile et responsable politique, droite-gauche, le fameux en même temps. Et puis, on verra en tous les cas à l'œuvre aussi l'équilibre des compétences. Isabelle Verramazon, malgré tout, est-ce que vous diriez que tout cela est bon an, mal an? C'est peut-être pas le premier choix d'Emmanuel Macron, mais ça se tient pour le moment. Oui, ce n'est pas. Enfin, moi, j'avais trouvé que le premier gouvernement avait vraiment de l'allure, avec la présence de Nicolas Hulot, de chefs de parti comme l'allure et le fond. François Qu'est-ce qu'on attend le plus? Non, de l'allure dans le sens que c'était à la fois des signes très clairs, évidemment, sur l'écologie, sur le rôle du centre, des personnalités de la société civile de très haut niveau, une grande éditrice. Il y avait un choix qui était à la fois de compétences, de clarté politique, la présence des femmes. Et là, c'est vrai que on ne peut pas dire que le deuxième gouvernement soit plus élégant, pour parler comme d'une manière un peu vague, ou plus clair. Il est plus politique, dans le sens qu'on voit ce que déjà une espèce d'équilibre un peu, et ça ressemble quand même à de la politique assez traditionnelle. Ouais. Et bon, par exemple, je regrette qu'il n'y ait pas eu un grand économiste qui signale le rôle de la recherche ou d'un chercheur. Pourquoi pas avoir mis... Ou même qui indique une conception si on vous écoutait tous, il y aurait 50 personnes dans le gouvernement. Voilà. Non, mais chacun a des revendications, ça fait beaucoup. C'est ce que je pense, c'est ce qu'Emmanuel Macron avait réussi, me semble-t-il, dans son premier gouvernement, et l'essai n'a pas été en ce sens-là. Peut-être le plus important, Georges-Marc Benamou, c'est qu'ils se mettent rapidement au travail, c'est ça le plus important, avec quand même, il faut le rappeler, il n'y a plus le droit à l'erreur. Le casting, les ministres, les secrétaires d'État doivent être là, exemplaires, pas de soupçons possibles là. Oui, je crois qu'il n'y a plus de droit à l'erreur. Et après, ce faux départ, c'est du temps perdu, de l'opinion perdue, etc. Et on a vu comment, en quelques mois, la courbe de popularité de Nicolas Sarkozy, de François Hollande est tombée. La première année est décisive. Donc c'est action. Il y a un formidable désir, il faut y répondre. C'est véritablement, bon, tu nous parles maintenant, en marche. En marche, ça veut dire quoi? Ça veut dire la loi travail, mais cette marche sera-t-elle perturbée par M. Mélenchon? Ils ont l'air vraiment assez chauds, comme on dit dans le Midi. M. Mélenchon, etc. Un pied dans le parlementarisme, un pied dans la guerre sociale chaude. Il faudra surmonter des échecs, passer la loi de moralisation, mais qu'il se passe quelque chose du symbolique aussi. Or, le danger, c'est peut-être cette dimension un peu trop technocratique et pas assez symbolique, avec des gens dont, effectivement, qui ont peuplé l'État, si je puis dire, depuis Laurent Fabius, depuis Valéry Giscard d'Estaing. C'est à peu près sur le même modèle. En général, on est bien classé à l'ENA. Et vous les avez vus évoluer dans les différents gouvernements. D'ailleurs, ils sont souvent très respectable, mais il faut être sorti dans la botte, c'est-à-dire le Cour des comptes, Conseil d'État, Inspection des finances, évidemment. Et puis ça se reproduit. Alors, si ces gens-là sont disruptifs, comme on dit aujourd'hui, s'ils sont en rupture, et si les résultats viennent vite, oui, mais si c'est pour remplacer un conformisme plus jeune par un conformisme ancien, celui qui hante l'État et les cabinets ministériels, je ne suis pas anti aux fonctionnaires, mais je pense qu'il manque un peu d'inventivité et de la ferveur qui régnait d'ailleurs au début de la Ve République. Il y avait une envie de faire, et véritablement de grands bonhommes comme de l'Ouvrier et d'autres, des grands commis de l'État, qui faisaient, qui ont fait bouger les lignes. C'est ce qui vous anime aussi. Donc ce critère-là, il est essentiel pour un gouvernement qui doit se mettre, on ne va pas décliner en marche, mais véritablement, qui doit prendre ses dossiers vraiment en bras-le-corps. C'est absolument essentiel. Aujourd'hui, vous parliez de
gouvernement technocrate. Le pire alliage, d'ailleurs, c'est le côté technocrate allié à la communication. Quand vous mélangez les deux, ça fait de la politique 2.0, donc ça donne l'apparence de la nouveauté. Vous avez connu ça dans les précédents gouvernements, puisque vous citiez d'autres prédécesseurs d'Emmanuel Macron. C'est une pente glissante, mais là, avec Emmanuel Macron, en termes de communication et de théâtralisation, on doit reconnaître que nous avons un maître en la matière. Et le pire qui puisse nous arriver, c'est que nous ayons un gouvernement qui soit commentaire de sa propre action. Et on en a eu. En tous les cas, ce n'est pas un président commentateur. En tout cas, nous avons un Premier ministre commentateur. Je l'ai vu ce soir dans le 20h de TF1. Eh bien, on va l'écouter dans quelques instants, mais allez-y sur... Le Premier ministre, dans le 20h de TF1, il a dû rester peut-être un quart d'heure, 20 minutes à l'antenne, ce qui n'est pas rien devant 7 ou 8 millions de téléspectateurs. Et de votre sensibilité, on va dire, politique. Il est toujours un homme de droite et vous êtes plutôt classé libéral à droite. On peut parler des clivages qui sont en train d'évoluer. Je me sens pas forcément. Une longue histoire, ces clivages. Philippe, mais le problème de M. Philippe au 20h de TF1, c'est qu'il est allé commenter la formation de son gouvernement, les affaires de François Bayrou, etc. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais dit au présentateur, j'aurais dit bon, ok, très bien, voilà ce que j'ai fait, mais maintenant surtout, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire dans un mois, voilà ce que je vais faire dans 2 mois, et voilà ce que la France sera dans 1 an. Mais non, nous avons eu le droit à un Premier ministre dans le commentaire de sa propre liste qui a été nommée aujourd'hui. Oui, c'était l'ordre du jour. Il était un peu obligé de rattraper plusieurs séquences ratées. Mais les Français attendent du fond. Je crois que c'est la meilleure façon de rattraper les séquences ratées. Mais enfin, de toute façon, le silence d'Emmanuel Macron, aussi jupitérien soit-il, commence à être quand même très assourdissant. Donc il faut bien que quelqu'un se charge de l'explication politique. Et ce qu'a fait Édouard Philippe ce soir notamment, c'est de répondre au procès en trahison qu'on commence à intenter du côté de la droite, ce qu'on appelle à ceux qui se sont autoproclamés les constructifs. On va en parler. Je voudrais juste m'arrêter. Oui, d'accord. Allez-y sur la règle importante qu'avait édictée et qu'il a rappelé Édouard Philippe ce soir. C'est un usage. Vous allez nous rappeler d'ailleurs. Il est mis en examen. Voilà. Oui, mais d'ailleurs, il oublie un peu facilement un précédent assez récent qui est celui de Éric Woerth en 2010. Pas mis en examen, mis en cause notamment par la presse dans l'affaire Bettencourt, harcelé par l'opposition socialiste dès qu'il essayait de faire son boulot de ministre, les syndicats refusant de discuter avec lui de la réforme du travail et remercié par Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, est-ce que cette règle peut vraiment tenir alors qu'il y a une jurisprudence toute nouvelle avec 3, disons même 4 ministres qui sont concernés? On va d'abord écouter le Premier ministre ce soir aux 20h de TF1. Le principe auquel je vais m'appliquer, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, lorsqu'un ministre est mis en examen, il doit démissionner. Ça ne veut pas dire que l'on est coupable, et vous connaissez comme moi une longue liste de personnalités issues du monde politique, ou des affaires, ou syndicales, ou de la presse, qui, ayant été mis en examen, n'ont pas été renvoyés devant la juridiction, ou, parfois, ont été relaxés. Est-ce qu'avant même d'être éventuellement mis en examen, il faudrait que des ministres démissionnent? À la suite, par exemple, d'une dénonciation. Je ne crois pas qu'on puisse vivre durablement, et je rejoins complètement François Bayrou sur ce point, je ne crois pas qu'on puisse vivre durablement avec un système dans lequel une simple accusation permettrait de démettre quelqu'un. C'est la raison de mon rappel à cette règle, c'est la raison pour laquelle je m'y tiendrai strictement. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. En termes de communication, c'est ahurissant. C'est-à-dire l'après-midi, M. Bayrou, il démissionne parce qu'il n'est pas mis en examen. Et puis le soir, le Premier ministre, il vient nous expliquer que la règle est inverse, etc. Non, mais je comprends que les gens soient déroutés, quoi. Ils sont totalement paumés. On comprend rien. On comprend plus rien. On peut quand même comprendre le Premier ministre, parce qu'imaginez que si à chaque fois il y a une révélation, l'étau qui se resserre, etc. Oui, sauf qu'aujourd'hui, M. Bayrou vient de partir, il n'est pas mis en examen. Oui, c'est bien le flou de cette situation. Et effectivement, il y a la jurisprudence 1993, Balladur. On est mis en examen, on démissionne. Mais il y a eu un glissement pervers, vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont démissionné sans être mis en examen. Monsieur Woerth, Monsieur Bayrou. Alors, où ça va s'arrêter? Qui au final a été relaxé. Voilà. Quelle va être la norme? Quel va être le butoir? On avait une règle, elle était on pouvait la contester, même la jurisprudence Balladur. Maintenant, on a cédé et il n'y a plus de butoir et la machine infernale peut venir
polluer tout le quinquennat de M. Macron. Si on commence à chaque article de Mediapart ou du Canard enchaîné, qui ne finira pas forcément en justice, à commencer à faire turbuler le gouvernement, c'est inquiétant. Moi, je voudrais quand même mettre l'accent sur ces incroyables communications d'Édouard Philippe. Je veux dire, la veille du départ de François Bayrou et de Sarnez, il nous annonçait qu'il n'y avait aucun problème. La veille. Et là, dès qu'il dit ça, le ministre s'en va dans les 48 heures. Il a fait ça aussi pour Richard Ferrand. Mais il passe son temps à dire je sais pas, à intervenir avec un air très sûr de lui. Est-ce que c'était la décision des ministres concernés François Bayrou, évidemment écoutez, pas. Moi, pourquoi pas, je veux bien, mais en tous les cas, il a un problème quand même, Édouard Philippe. Il sent pas tellement son gouvernement. Soit Emmanuel Macron ne l'informe pas de ses décisions, et ça c'est l'hypothèse que vous êtes semblé avoir, c'est que Emmanuel Macron a pris la décision de se débarrasser de François Bayrou, soit il ne comprend, soit c'est François Bayrou a décidé tout seul, éventuellement contre Emmanuel Macron, mais à ce moment-là, le Premier ministre n'est vraiment pas au courant de ce qui se passe dans son gouvernement. Judith Vintraub-Rafix-Maty, c'est pas la première fois. On va rappeler l'origine quand même de ce changement dont on parle ce soir, plus important que prévu, ce qui a totalement précipité les choses, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est le départ de Sylvie Goulard. À partir de là, la situation était intenable. Les enquêtes se poursuivent, la pression s'est accrue, et puis c'était une question de quelques heures pour François Bayrou et Marielle de Sarnez, dont les destins politiques sont liés, on peut le dire. On va écouter l'ancien garde des Sceaux qui a tenu une conférence de presse cet après-midi. Nous n'avons jamais eu d'emploi fictif. Toutes celles et tous ceux qui ont travaillé au MoDem avaient contrat de travail et fiche de paie, et cela sera aisé à prouver. Et je veux dire que j'ai, pour le prouver, une absolue confiance dans la justice. Mais je n'ai aucun doute que, bien que mon nom n'ait jamais été cité dans cette enquête, et pour cause, je n'ai aucun doute que j'étais de ces dénonciations la véritable cible, dans le but de décrédibiliser la parole du ministre qui devait porter cette loi. Il y a en effet un certain nombre de forces et de puissances pour qui la moralisation de la vie publique serait un obstacle à leur influence et à leur lobby. Voilà, des forces et des puissances. Et, des noms. Et dans la cible, il y aurait, selon lui, François Bayrou. On est dans le complotisme le plus total. Il faut juste noter que cette expression, les puissances de l'argent, on l'entend souvent dans la bouche de François Bayrou. On l'avait même entendu à l'endroit d'Emmanuel Macron. Oui. François Bayrou nous expliquait que jamais un candidat n'avait été si proche des puissances de l'argent. Avant, hein. Alors nous avons la version complotiste. Et pour compléter, nous avons dans un extrait, vous avez peut-être passé ou pas, mais qui sans doute aura marqué bien des téléspectateurs, les heures les plus sombres de notre histoire. La délation, alors version comparaison chic, très malheureuse. Comparaison parfaitement malvenue. Alors ce combo, je conçois que François Bayrou vive des heures extrêmement dramatiques, douloureuses. Non seulement c'est un autre qui accomplit le rêve de sa vie, mais en plus, alors qu'il croyait au moins pouvoir jouer les pères Joseph, il est contraint de quitter le navire. Donc mais malgré tout, Rafix-Maty, bien sûr, on voit là ce qui s'esquisse, première crise sous l'ère Macron, mais on peut penser ce soir aussi, compte tenu de ces changements qui ont l'air de qui se sont installés, on va voir comment ils vont s'installer dans la réalité des faits, mais que finalement c'est presque pas gagnant-gagnant pour François Bayrou, c'est une grosse perte, un échec personnel, mais qu'Emmanuel Macron peut tirer profit ou avantage de cette situation. Très honnêtement, je ne suis pas sûr que le destin de la France soit lié à la question personnelle de François Bayrou. Je ne crois pas que l'histoire change d'un iota selon le fait qu'il soit au gouvernement ou pas. Cette période, est-ce qu'elle peut être une parenthèse fermée pour passer à autre chose ? En tous les cas, il faut le souhaiter, c'est l'intérêt de la France. Mais quelque chose sur les affaires. Je pense qu'on ne parlerait pas autant des affaires, parce que la présomption d'innocence est extrêmement importante dans notre pays et nous devons la défendre. Mais il y a eu la séquence Fillon qui s'est passée. François Fillon qui a été lynché, qui a été lâché au loup sur exactement des rumeurs, des présomptions, et la justice, que je sache, ne s'est pas encore prononcée. Alors après une élection présidentielle avec une telle intensité qui a été abîmée par ces affaires-là, par ceux-là même qui aujourd'hui
donne des leçons de morale, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une un retour de parenthèse, bâton. parler de rumeurs tout de même. Il y avait une promesse importante qui avait été, on ne va pas refaire le match comme on dit, mais ce qui avait beaucoup peut-être interpellé, c'est ce qu'avait dit François Fillon, puisqu'on parle de mise en examen. Si je suis mis en examen, vous connaissez la suite. Oui, mais justement, imaginez que tout notre personnel politique, à droite et à gauche, redevienne mature. Eh bien, là, dans ce cas-là, la jurisprudence Balladur n'a plus lieu d'être. Ah, mais ça, je suis bien d'accord. La jurisprudence Balladur n'a plus rien d'être. À condition que les uns ne se délectent pas du malheur des autres. Ce qui malheureusement est le cas quand on est dans la politique politicienne. On ne peut pas parler de rumeurs tout de même pour l'affaire Fillon. Il y a quand même eu des journalistes qui ont fait un travail de là, journaliste. vraiment, on en a voilà, il y a pendant des semaines et des mois, ça a été parlons vraiment de ce que je voudrais terminer sur les affaires. Je crois qu'on parle d'une manière souvent trop générale. Les affaires. En réalité, les affaires sont toutes différentes et les Français, on le voit bien dans les sondages, dans la manière de réagir, et les journalistes aussi, ne traitent pas toutes les affaires de la même manière. Il y a des affaires dans lesquelles on sent ou pas de l'enrichissement personnel, on sent des affaires dans lesquelles on sent bien que c'est comme toujours des petites magouilles entre hommes politiques. Et à chaque fois, on voit bien que les Français... que ce soit la justice qui le détermine. Oui, on sent que les Français sont plus ou moins intéressés. Il n'y a pas toutes les affaires, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de... commune. Voilà, on ne peut pas parler de toutes les mises en examen, de toutes les enquêtes, etc. Ça dépend du cas, de type d'affaires, de type de problème, de qui les a sortis ou pas. Et les Français, en général, dans quelles circonstances, à quel moment ça sort. Et donc, je crois que toutes ces généralisations que nous faisons sur le truc Balladur, etc., mériteraient d'être affinées affaire par affaire. Enfin, mais quand le couperet de la justice tombe, quelle que soit, j'allais dire, l'ampleur, après s'il y a condamnation, c'est autre chose. La condamnation, c'est différent. Mais la mise en examen n'est pas condamnation. Nous n'en sommes pas du tout là. Du bon sens et de la rigueur plutôt qu'une règle. C'est ça, exactement. Et les Français font la différence. Qu'est-ce qui se passe dans le paysage politique? Eh bien, ailleurs, si on voit ce qui se passe à droite, la scission semble, oui, ça y est, entamée, finalisée avec la constitution d'un autre groupe. Est-ce que vous diriez, vous qui avez cette vision sur le temps long, que c'est la fin de l'UMP comme on l'a connu avant, cette famille qui pouvait rassembler différentes sensibilités, les gaullistes du RPR, les centristes, etc. Est-ce que ce temps-là est vraiment révolu? Je crois que c'est... Oui, on est après un séisme dans cette phase de décomposition. Ça va continuer, me semble-t-il, à se décomposer encore quelques mois, peut-être quelques années. Les plaques tectoniques vont tomber. Est-ce que ça va tomber à gauche du côté de chez Mélenchon, du côté du Modem? Qu'est-ce que vont devenir ces trois groupes cet après-midi? Il faut tomber sur la tête. On parlait de trois groupes de droite. Finalement, ce soir, c'est semble-t-il que deux groupes de droite. On ne sait plus leur nom, les constructifs, les reconstructifs, les canals historiques, etc. Donc il y a effectivement une force d'attraction vers l'astre Macron, mais en même temps, écoutez, il est béni. Enfin, il a le Modem s'il veut, parce qu'il n'a même pas besoin d'eux, et il a d'autres prétendants qui viennent et qui pèsent moins lourd de fait. Il n'a pas besoin d'eux. Ce sont des gens, pardon, pour l'instant, ils ne servent à rien politiquement. Ils serviront d'appoint s'il y a une mauvaise humeur de politique du Modem, mais ils ne serviront pas politiquement, arithmétiquement, etc. Donc cette force, comment va-t-elle? Je ne sais pas, enfin, c'est mon sentiment. Comment va-t-elle participer à la reconstruction? Et on voit bien en revanche, effectivement, une aile droite, mais qui irait de Xavier Bertrand jusqu'à où? Jusqu'à Wauquiez, Marion Maréchal Le Pen, populaire, et retirer la politique. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire la droite, combien de divisions? Mais vraiment, combien de divisions en sens de fracture aujourd'hui, selon vous? On peut dire, mais à mon avis, si vous permettez, c'est pas l'aspect le plus intéressant du problème. Moi, ce qui m'inquiète, pourquoi pas une décomposition, pourquoi pas une recomposition, pourquoi pas un débat sur le fond? Sauf que c'est pas du tout ce devant quoi on se trouve. On est devant un problème d'affectio sociétatiste, de gens qui ne peuvent plus se voir en peinture, en langage... Oui, mais ça, en politique, ça existe ailleurs. C'est pas pour en langage courant. Oui, sauf que là, comme le soulignait Georges-Marc Benamou, vous allez avoir des gens qui, par exemple, quand la question de confiance leur sera posée par Édouard Philippe, s'abstiendront, et dans le groupe de droite maintenu, et dans le groupe des constructifs, ou quel que sera son nom. Donc, ça ne va pas du tout contribuer à éclaircir le paysage. Pour l'instant, les constructifs, avec un peu de droite, un peu de centriste et un peu de on ne sait pas quoi à venir pour arriver à 50, puisque c'est l'espoir de Thierry Solaire qui est l'une des chevilles ouvrières de tout ça, ça ressemble beaucoup quand même à l'UDF, à la reconstitution de l'UDF, sans Valéry Giscard d'Estaing, ce qui est un peu embêtant. Rafik Smati, en vous présentant tout à l'heure,
j'ai dit que vous étiez entrepreneur. Vous êtes à la tête, rappelez-moi le nom de cette entreprise. Le groupe Avanteurs. Voilà, etc. Alors, ça, c'est mon entreprise. Objectif France, c'est notre mouvement politique. Vous êtes donc quelqu'un qui est très actif. Et on imagine que ce groupe, les Constructifs, qui a pour objectif, disent-ils, d'accompagner les réformes, mais pas seulement, disent-ils, de faire réussir la France. Ça doit vous parler, cela aussi. Est-ce que vous ne dites pas, pour certaines réformes qui vont aussi dans votre sens, ce que vous avez toujours défendu, pourquoi pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, allez, banco, si on peut l'aider sur juste ça, on y va? Les Constructifs. Encore faut-il, pour être constructif, avoir une colonne vertébrale idéologique. Ce que, honnêtement, je ne vois pas chez ce groupe-là. Je vois des gens qui s'apprêtent à aller picorer. Alors, ils vont tantôt dire qu'ils sont pour, tantôt dire qu'ils sont contre, mais j'ai du mal à voir quelle est leur colonne vertébrale idéologique. Alors qu'aujourd'hui, les Français demandent, par-dessus tout, d'être ancrés dans la bataille des idées. Et il y a des vrais motifs de s'opposer à Emmanuel Macron et à En Marche sur au moins 2 principes fondamentaux. Le premier, c'est la dépense publique. Quid de la dépense publique? Emmanuel Macron s'apprête manifestement à la faire filer. Je pense qu'il faut la réduire, et drastiquement, parce que la France ne peut pas se permettre d'être en déficit et d'endetter indéterminément les générations futures. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est le rapport à la nation, à la sécurité, à l'intégration, à l'immigration, etc., sur lesquels il y a une vraie ligne de partage. Alors, être constructif, oui, mais sur quelle colonne vertébrale idéologique, sur quelle idéologie? Et ça, pardonnez-moi, il n'y a rien. Vous ne voyez pas cette colonne vertébrale idéologique chez les constructifs parce qu'elle est tout simplement mêlée à celle d'Emmanuel Macron. Là, vous m'avez cité... Alors qu'il soit En Marche, très bien, soit. Non, parce que Bruno Le Maire sur le communautarisme, et il y a beaucoup d'amis de Bruno Le Maire chez les Constructifs, est beaucoup plus clair et dénué d'ambiguïté qu'Emmanuel Macron. Si je puis me permettre, j'ai entendu ces temps-ci M. Barouin, M. Accoyer, etc., tous les nouveaux chefs, là, vos chefs à vous. C'est la première fois que j'entends un vrai discours de droite, effectivement, sur 2 points sur lesquels on a l'impression qu'ils ont honte d'être républicains. Excusez-nous, il faut qu'on soit constructif. Les Français veulent pas qu'on soit, effectivement. Mais effectivement, on est quand même dans une démocratie. Et effectivement, sur 2 points, la fiscalité et les dépenses publiques et la question, disons, de l'identité plus générale, il devrait y avoir un vrai discours de droite. Or, ils sont tous complexés, ils ont tous disparu sous le tapis. Je sais pas, il y a des études marketing qui circulent chez les Républicains, ils sont terrorisés d'avoir ce discours simple et net. Je suis pas forcément d'accord avec vous, mais là, j'entends une droite qui peut exister et c'est désespérant de vivre dans le désert des idées entre M. Mélenchon et M. Macron. Ils se sont battus sur des points de CSG et sur ne donnez pas la majorité absolue. Allez les voir, vos chefs à plume, là. Je veux bien que, enfin, ce ne sont pas mes chefs. Je veux bien que quelqu'un comme Bruno Le Maire soit déclaré comme constructif. Il est même éminemment constructif puisqu'il contribue au gouvernement. Il est constructif avant les constructifs. Sauf que j'ai du mal à voir, dans la vision que je me fais de la politique, comment celui qui a milité pour une baisse de la CSG peut être le ministre qui va mettre en place une hausse de la CSG. J'ai du mal à comprendre comment celui qui a milité pour la suppression totale de l'impôt sur la fortune va y renoncer. J'ai du mal à voir celui qui est en charge des dépenses publiques et qui a prévu d'abaisser la fonction publique de 500 000 fonctionnaires, Bruno Le Maire, pendant la primaire, va être celui qui va la maintenir. Franchement, je ne comprends pas. Vous jalousez, pardonnez-moi, c'est pas le terme, mais en tous les cas, vous enviez peut-être, vous auriez voulu faire cette réforme du travail, c'est celle que vous avez toujours portée. Enfin, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Vous savez ce qu'il y a dedans, vous voyez les contours, en tous les cas. Il y a la réforme du principe des prud'hommes, c'est bien, mais c'est tout ce que je vois. Maintenant, si vous en savez plus... Le référendum d'entreprise sans les syndicats, quand même, sans l'accord des syndicats, Si, Sonia Mapon qui a raison, c'est en gros... Non, mais il est évident que François Fillon... Moi, je ne suis pas économiste, mais effectivement, ce n'est pas rassurer le climat qui va faire repartir l'économie. On a l'impression que la loi travail... Non, mais il y a aussi des mesures mécaniques, des mesures fiscales peut-être un peu plus hardies encore. Comme l'augmentation de la TVA, par exemple. L'augmentation de la TVA, la fameuse TVA sociale, c'est un choc de compétitivité. C'est dur à expliquer à l'opinion publique, mais c'est une mesure que nous devons défendre, que nous devons porter. Et s'il devait y avoir des gens de droite dits constructifs, eh bien qu'ils osent, au sein du gouvernement, aller sur ces terrains-là et essayer de faire bouger les lignes. Et là, j'applaudirais. Vous inspire quand même ce spectacle. La droite, scindée en 2, peut-être en 3, on le verra. Elle ne cesse de se rétrécir, alors qu'on pensait quand même que la droite avait un peu sauvé les meubles au lendemain du second tour. Est-ce que vous, qui avez malgré tout ces convictions ancrées, libérales, à droite, peut-être conservateurs sur le plan sociétal, je ne le sais pas, est-ce que vous vous dites, c'est terminé, on a raté une occasion formidable, là, c'est l'émiettement général?
Je suis sur la même position que Judith. Qu'il y ait une décomposition, c'est salutaire. Après le chaos peut être créatif. Et je crois que l'un des grands enseignements de cette séquence, c'est que finalement nous tournons une page. La politique à la papa, c'est terminé et il faut reconstruire sur de nouvelles bases et il appartient à chacun d'y prendre sa part. Mais qui sera le papa quand même? Parce qu'il faut toujours un papa dans un parti ou une maman d'ailleurs. Qui sera le leader ou la leader? Il y a un vrai problème de leadership aujourd'hui à droite. Ah oui, ça on l'a remarqué, mais ma question c'est qui? C'est pas moi qui vais le nommer. Ce qui est extraordinaire, et on le voit bien dans ce que disait Georges-Marc Benamou très justement, certains thèmes ont tout d'un coup disparu. Et c'était des thèmes qui étaient très importants dans les clivages de gauche-droite, c'est-à-dire en particulier les questions d'identité, certains rapports au travail, au syndicat. C'était un clivage à droite, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a disparu. Parce qu'en fait, entre les accommodements raisonnables d'Alain Juppé et la vision de la laïcité défendue par Fillon, il n'y avait aucun rapport. Et on comprend pourquoi il y a tant de juppéistes, à commencer par le premier d'entre eux, Édouard Philippe, chez Emmanuel Macron. Et pour moi, c'est quand même un effet de la Macron-mania. C'est-à-dire que la personnalité, l'incroyable raz-de-marée électoral autour de Manuel a ringardisé certains thèmes, les a rendus à l'ancienne. Elles appartiennent non pas à Giscard d'Estaing, mais à Sarkozy qui s'est reculé comme ça aussi dans le temps. Et là, c'est un phénomène presque de psychologie sociale que je trouve vraiment intéressant et qui, alors je ne pense pas que ça va durer, parce que les questions politiques lourdes, elles vont revenir, mais il y a un moment donné où on est tous... tout le monde se sent un peu obligé d'être autour des thèmes qu'apporter En Marche. Mais moi, pour poursuivre ce que vous dites, moi j'ai le sentiment, je l'ai observé au temps de Sarkozy, on n'a pas pu l'observer au temps de Hollande, qu'il y a une envie inconsciente de césarisme en France. La couverture de valeurs actuelles en Napoléon, une envie d'un Bonaparte, finalement. Du coup, le Parlement n'existe plus beaucoup, les ministres, on en fait des technos, etc. C'est pas la faute de Macron, c'est la faute de l'inconscient français, cette envie de césarisme. C'est une hypothèse. Ce discours, il me rappelle quelque chose. On l'a souvent entendu, oui, il y a une envie d'autorité, une envie mais je le regrette, c'est le signe de l'immaturité. Il y a une mesure aussi à trouver, une harmonie. Oui, bien sûr. Et on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron ne soit pas un peu responsable quand même. Rappelons-nous des cérémonies. C'est l'esprit des institutions de la Ve République. Oui, mais enfin, on en fait quand même. On en fait dans lesquelles il se glisse, j'allais dire, c'est comme avec beaucoup de plaisir. Dans lequel il se glisse plutôt avec talent, il faut le reconnaître. Il réconcilie les Français avec la fonction présidentielle, on peut lui reconnaître ça. Fonction présidentielle qui a été abîmée, mais même écrabouillée par François Hollande. Et je considère que c'est une bonne République parce qu'elle donne les moyens. Et d'ailleurs, c'est là où nous allons juger Emmanuel Macron et son gouvernement. La Constitution de la Ve République... par François Hollande, simplement, oui, selon vous? Et par Nicolas Sarkozy un petit peu également. C'est une question ouverte. De toute façon, le dernier grand président, il l'a décrit lui-même, Georges-Marc le connaît bien, c'était François Mitterrand. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si Emmanuel Macron se définit lui-même, se proclame gaulo-mitterrandien. Ce n'est pas un hasard. Oui, maintenant, la Ve République, elle donne les moyens, et on le voit maintenant, à un président de la République et à un gouvernement d'agir et de faire des réformes, il est temps. Bien qu'il les fasse. Et on va les juger quand elles seront faites. On va d'abord découvrir la revue de presse, les unes de vos quotidiens. Demain, on va commencer avec Ouest France, un remaniement d'ampleur. Voilà, vous les découvrez, ces visages. Le ministre de l'Agriculture, c'est Stéphane Travert. Florence Parly, ministre des Armées, qui arrive quand même à un moment où il y a le salon du Bourget. Ça, c'est assez incroyable. Il fallait rappeler la concomitance du départ de Sylvie Goulard avec ce salon très important de l'aéronautique, de la défense. Nathalie Loiseau, directrice de l'ENA, qui devient ministre des Affaires européennes. Autre une, on va la découvrir ensemble, c'est celle de l'humanité. Tout autre sujet, c'est la colère du Rif qui fait trembler le roi du Maroc. Voilà, on passe de l'autre côté de la Méditerranée. On va revenir en France avec Le Figaro, Libération peut-être. Libération. Tiens, je vais vous la faire commenter celle-ci. Georges-Marc Benamou, que vous inspire cette une? Bayrou out, pas de quartier. Elle est assez terrible, elle ressemble à une sorte de machiavélisme contemporain. Effectivement, c'est la subtile manière de se débarrasser du boulet, entre guillemets, le pauvre Bayrou. Quant à l'orange, je ne sais pas, ça veut dire prison, c'est peut-être un peu excessif dans ce cas-là. Moi, je regrette que la question des quartiers ne soit pas plus abordée dans cette campagne et dans ces nominations, mais je crois que si c'est ça, c'est totalement... je crois que non, je pense que c'est un peu trop subtil. Je vais vous faire commenter votre une, ce sera plus simple. Je dis trop, c'est Le Figaro. Remaniement, la marche continue sans Bayrou, voilà, c'est plutôt soft, n'est-ce pas? Rafik Smati. Oh, pas grand-chose à dire. Sur la une de Libération, bon, elle est plaisante, c'est du marketing, mais j'y vois pas de
d'image subliminale. C'est quand même l'idée que c'est Macron qui a décidé du départ des ministres, cette hypothèse quand même. Oui. Pas de quartier, c'est prendre une position. Il est quand même président de la République. Oui, mais elle n'est pas certaine. Je veux dire. Je pense que c'est plutôt pas de quartier, rien à voir, circuler, c'est moi le chef. C'est ça que ça veut dire. Et mais pas de quartier, ça veut dire cruauté. On va pas faire tout un débat sur la Libération. Le Figaro est moins acide en ce qui concerne bien Monsieur trouvé, Macron. moins acide. On va revenir sur cette belle conclusion. Merci. Libération demande des comptes au nom de la gauche, c'est différent. Merci pour vos analyses respectives. À bientôt. La suite de votre émission et plus largement, on en a un peu parlé, on l'a esquissé tout à l'heure. On va engager une réflexion ce soir autour de la moralisation de la vie publique. Cette moralisation, bien sûr, elle est nécessaire. Mais jusqu'où doit-elle aller? N'y a-t-il pas un risque de retour du balancier, le boomerang qui revient? Et bien sur ce sujet, le match des idées va opposer en quelques instants le sociologue Michel Vievorka à la philosophe Chantal Delsol. À tout de suite. Maurras déclare « c'est la revanche de Dreyfus ». Voilà, et signe que cette affaire Dreyfus et l'antisémitisme et la xénophobie qu'a développé Maurras à cette occasion est toujours un traumatisme lancinant pour l'écrivain. Retour sur les indignations d'écrivains et leur cheminement avec la politique. Mais surtout, est-ce le rôle des romanciers, auteurs de fiction, que de s'immiscer dans le réel? Quel a été leur rôle historique et leur relation avec les femmes et les hommes politiques? L'info dans le rétro, vendredi à 23h sur Public Sénat. Je suis candidat à la présidence de la République. Pendant 6 mois, Emmanuel Macron nous a ouvert les portes de son mouvement, accordé de multiples interviews tout au long de cette campagne, qui restera comme hors du commun dans notre histoire politique. On est à la fois beaucoup plus fragile et en même temps beaucoup plus fort que tous les autres. Beaucoup plus fragile parce qu'il n'y a pas ce qu'ils appellent les appareils. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de culture. Il y a ici des femmes et des hommes qui parfois se sont combattus sur le terrain, ont parfois soutenu des candidats opposés, n'ont pas défendu les mêmes idées. Et vous êtes là aujourd'hui. Donc merci, merci pour votre confiance. On ira jusqu'au bout, parce que jusqu'au bout, je sais que vous serez là. En marche vers l'Élysée, samedi à 22h sur Public Sénat. Voilà, et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission On va plus loin. Nous allons revenir bien sûr sur les changements au sein du gouvernement et nous intéresser aussi plus largement au chantier de la moralisation de la vie publique ou alors de la confiance. Est-ce que cette volonté nécessaire bien sûr de moralisation est revenue en boomerang aujourd'hui? On va en parler avec nos invités ce soir. Chantal Delsol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Merci de nous accompagner. Michel Vievorka, bonsoir. Bonsoir. Sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Avant d'entrer dans le vif de notre débat, on va revenir sur l'origine de ce concept et de ce projet sur la moralisation pour la vie publique. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Il y tenait, il en avait fait la condition de son ralliement à Emmanuel Macron. Mais ce ne sera pas François Bayrou qui défendra le texte de la moralisation. Un projet de loi qui n'en est pas à sa première contrariété. Déjà, lors de sa présentation il y a quelques semaines, son titre avait été changé pour devenir la loi de confiance dans notre vie démocratique. Un premier signe. Quelques jours plus tard, c'est le Conseil d'État qui demande au gouvernement de revoir sa copie. Des propositions sur le financement des partis politiques sont rejetées. La Banque de la démocratie notamment jugée trop sommaire pour les fonctionnaires du Palais Royal. Le projet de loi doit encore passer à la moulinette parlementaire avec une première discussion au Sénat. Les parlementaires pourraient s'inspirer des critiques du Conseil d'État. Le chemin risque donc d'être encore long. Preuve que confiance morale et politique reste encore une partition à écrire. Voilà, le chemin est encore long, mais il est acquis aujourd'hui, Chantal Delsol, que cette moralisation, elle est nécessaire de la vie publique, cette confiance restaurée. Malgré tout, est-ce que vous y avez vu une sorte de retour de boomerang ou de retour du balancier aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est un retour de balancier, mais en tout cas, j'ai plutôt l'impression qu'on avait ouvert une boîte de Pandore. Parce qu'au fond, cette affaire de moralisation était la seule façon de balayer Fillon, qui avait un programme libéral conservateur qui était inacceptable par beaucoup, notamment par une partie des médias. Et donc on a trouvé que ça pour le balayer, ça a très bien marché. La campagne a été, à mon avis, complètement hystérique. Et comme ce n'était pas un problème juridique, apparemment, on va le voir après, mais enfin,
on a avancé la morale. Et donc, on a fait une campagne incroyable sur la moralisation. Et maintenant, on peut difficilement s'arrêter là, uniquement à Fillon, parce que là, ça apparaîtrait vraiment trop gros. Donc, on en est à chercher des poux dans la tête un peu partout. Et au fond, à rechercher le plus pur du plus pur du plus pur. Et ça, existe-t-il? C'est complètement aberrant. Michel Vivorca, il y a cette règle qu'on a souvent rappelée, parce que c'est le Premier ministre qui l'a beaucoup rappelé, alors que les révélations s'enchaînaient dans la presse et qu'il n'y a que des enquêtes préliminaires. Si un ministre est mis en examen, il part. Là, apparemment, pour les 4 ministres en question, Richard Ferrand étant exfiltré, pour les autres, pas de mise en examen. Ils sont partis, soit démissionnés, soit de leur propre fait. Est-ce que vous pensez que cela va faire jurisprudence et qu'au moindre soupçon, il y a un risque aujourd'hui, bien qu'un ministre parte, démissionne, soit poussé vers la porte et qu'il y ait une forme d'instabilité politique qui s'installe? On peut dire ça, on peut dire presque le contraire tout aussi bien. Parce qu'on peut dire aussi, le chef de l'État a montré qu'il était ferme, qu'il ne voulait pas prendre le moindre risque sur ce registre. Et vous voyez, dire au contraire, les choses sont claires, sont nettes. Donc, on peut avoir comme ça un jugement très... Et quel est le vôtre? Vous pensez au contraire que moi, je pense, c'est une bonne chose? Moi, je vais vous dire, je vais le dire de façon générale, pas simplement sur cet épisode précis. Je trouve qu'il faut faire attention à ne pas être trop dans la moralisation. Je vais le dire comme ça. Bien sûr, on veut des politiques qui soient propres. La politique, c'est jamais complètement propre, de toute manière. De toute manière. Un des plus grands sociologues, Max Weber, l'a très bien expliqué. Il y a des conférences très célèbres où il dit la politique, elle touche à des choses qui sont nécessairement autres que celles que le scientifique, le savant peut concevoir. Donc, de toute façon, ça existe. Et l'obsession de la propreté, de la pureté, ce que vous disiez, Chantal Vignon, je suis tout à fait d'accord. Cette obsession, elle peut être pathologique, elle peut devenir inquiétante, parce que ça se termine, on coupe des têtes, parce qu'il faut aller jusqu'à la pureté absolue. La dénonciation. Donc, la dénonciation. Et je vais même vous dire autre chose. Je trouve hallucinant que pour parvenir à la moralisation de la vie publique, on s'appuie pour la prise de conscience, pour animer le débat public, sur quoi? Sur des pratiques de dénonciation, de délation. Les gens balancent, c'est le mot qu'il faut utiliser, c'est quand même pas brillant pour une démocratie. Hein. Les gens envoient ça à des journaux d'un certain type, dont les méthodes ne sont pas hautement démocratiques. Donc vous voyez, oui, il faut des règles, il faut des normes, il faut s'assurer que les gens qui nous gouvernent ne sont pas corrompus, bien sûr. Mais je crois qu'aussi, il faut ne pas être obsédé par ces affaires-là. Et pourquoi la greffe, Chantal Delsol, semble avoir pris dans d'autres sociétés, dans d'autres pays scandinaves, par exemple? Vous allez peut-être dire que c'est trop, que quand un ministre doit partir parce qu'il a payé avec sa carte de crédit une barre chocolatée qu'il aurait pris, et voilà, ça vous fait sourire. Mais pourquoi ça semble admis chez eux, ce qui aujourd'hui nous préoccupe, nous, alors qu'on est vraiment encore très loin chez eux, il n'y a pas une monarchisation, c'est un mot, des représentants du peuple comme chez nous. Il faut voir ce qu'est un député. Enfin, j'ai vécu ça personnellement pendant très longtemps. Ce sont des gens, je ne dis pas qu'ils ont tous les pouvoirs, ni tous les droits, bien sûr, mais ils sont bourrés d'avantages, de privilèges, de chances. J'en ai connu beaucoup qui ne payaient jamais leur repas au restaurant. Ils venaient dîner au restaurant, ils partaient sans payer parce qu'ils estimaient que le restaurateur était suffisamment honoré quand même de les avoir eus. Enfin, et tout est un peu comme ça. Alors c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait d'abord frapper. Là, vous parlez de pratique. Presque de pratique personnelle et d'éthique. De pratique personnelle parce que justement on leur confère trop d'avantages, trop d'admiration, trop de panache, trop de gyrophares peut-être. Je ne sais pas exactement ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas il faudrait les rabaisser au niveau, j'allais dire, presque normal. Enfin, et je pense que dans les pays dont vous parlez, c'est un petit peu ça. Est-ce que ça peut être une piste Michel Vivorca, selon vous, c'est vrai? Non pas de toucher au statut, mais la perception. Ce que dit Chantal Delsol est tout à fait vrai. Vous avez des pays, scandinaves en particulier, mais pas seulement, où un ministre vient en métro, ou à pied, ou en bus, ou en vélo, à son bureau, comme n'importe qui. Voilà. Et donc, c'est une question de culture politique. C'est une question donc, qui ne se changera pas comme ça. Et c'est vrai qu'en France, dès qu'on accède aux politiques, on se retrouve dans
un système qui est quand même l'héritier de l'ancien régime. On pensait qu'il y avait une rupture, un changement. Quel est le mot qui avait été employé? Ancien monde et nouveau monde. Est-ce que vous trouvez que la frontière est encore ténue et qu'on est dans une zone grise entre les deux? Je pense que c'est un aspect d'une mutation beaucoup plus générale. Et donc oui, on est rentré dans un nouveau monde, c'est très très clair. On a un système politique qui est en total changement. Vos émissions le montrent soir après soir. On est dans un monde économique qui se transforme, et on est dans un monde où Internet a tout changé, etc. Et donc, on est aussi dans un monde du soupçon. On est aussi dans un monde de la post-vérité. Donc l'idée de moralisation, elle va aussi avec ce nouveau climat. Et je pense que c'est pas forcément la face la plus lumineuse de ce nouveau monde. Je vois les débats sur le cumul des mandats. On pourrait trouver des règles simples. Très très simple. Moi, il y a longtemps que j'avais été convaincu, l'idée ne venait pas de moi, il suffirait d'autoriser le cumul des mandats, mais pas le cumul des rémunérations. Voilà, des choses très élémentaires, c'est peut-être pas d'ailleurs une... Il y a eu quelques tentatives comme ça à une époque, oui. Voilà. Mais on pourrait trouver des choses simples, et donc je pense qu'il y a autre chose dans toute cette affaire, c'est qu'il y a aussi l'idée que parmi les réformes que ce gouvernement veut très vite mettre en œuvre, il faut qu'il y en ait qui fassent consensus. Il faut qu'il y en ait qui rassemblent la nation derrière le chef de l'État. Celle-là est idéale. Qui va être contre la moralisation? Qui va dire c'est très dangereux? Non, mais nous on pose la question, jusqu'où doit-elle aller quand même? Alors voilà, donc il faut y réfléchir, mais c'est vraiment une thématique très vite consensuelle. D'ailleurs, Chantal Delsol, pour élaborer ce projet de loi que ne portera plus maintenant l'ancien garde des Sceaux, François Bayrou, mais ce sera quelqu'un d'autre qui a été nommé ce soir, est-ce qu'il aurait fallu associer, mais je pense, des philosophes, des sociologues? Pour travailler sur ce projet, il a été question de beaucoup de juristes et de responsables politiques. Est-ce qu'il aurait fallu une réflexion un peu plus large, sociétale, puisque vous dites que ça participe d'un mouvement beaucoup plus important? Ouais, je trouve que c'est normal que les gens qui font la loi, disons, les législateurs, se réunissent de temps en temps et disent, ben voilà, il y a des choses qui étaient légales jusqu'à présent, mais maintenant ça ne passe plus, il faut que ça devienne illégal. Enfin, ça doit se faire dans un climat de paix, et pas uniquement pour épingler un type qui sinon va passer, enfin, parce que là, c'était clairement fait pour une personne au départ. Donc il faut que ça se passe dans le calme, et à ce moment-là, bien sûr, il peut y avoir un changement, et à ce moment-là, on peut effectivement... on peut emmener un certain nombre d'autres penseurs qui ne sont pas des législateurs, mais qui peuvent donner quelques conseils. Mais là où je suis bien d'accord, je pense que c'est une culture. Ça ne va pas se décréter. On ne va pas passer d'un monde à l'autre comme ça tout d'un coup. Moi, je suis persuadée qu'une fois que cette loi de moralisation sera passée, je veux dire, pour être franche, je pense qu'ils ne vont plus embaucher leurs femmes, ça sera interdit, ils embaucheront leurs maîtresses. Ils feront des échanges. Tu prends mon fils, je prends ta fille. Vous êtes en train de dire que tout c'est évident, malheureusement. Parce que c'est un problème de culture. Je reviens à votre question initiale. Je pense qu'il y a au moins 4 acteurs différents qu'il faudrait regarder dans une affaire comme ce projet de loi. Vous avez évidemment les politiques. Vous avez le monde des experts, y compris les juristes, les spécialistes du droit, etc. Vous avez troisièmement les institutions comme le Conseil d'État, comme peut-être pas dans ce cas-là, mais comme la Cour des comptes. Enfin bon. Et puis vous avez quatrièmement ce que j'appellerais la société civile, y compris les intellectuels ou les penseurs. Et donc je pense que ce qui est très intéressant, c'est de voir qui est mobilisé et comment les choses se passent. Et là on a le sentiment que le gouvernement dit aux politiques qu'il contrôle, puisqu'il a la majorité, dit ce sera comme ça, donc c'est pas là que la discussion sera très importante, qu'il s'entoure d'expertise, etc., qu'il aura peut-être des difficultés ou des problèmes à régler, en particulier avec le Conseil d'État, qui ne sera pas forcément d'accord sur toutes les mesures. Mais là, moi, la question qui m'intéresse le plus, c'est quelle confiance fait-il à la société civile, aux gens eux-mêmes? Quelle écoute est-elle donnée aux associations, aux associations humanitaires, aux associations d'avocats, de magistrats? Pourquoi vous avez une préoccupation sur ce sujet? Non, mais j'aimerais, si vous voulez, la préoccupation, elle est la suivante. C'est qu'on a le sentiment que c'est une superbe machine qui se met en route, mais qu'on n'est pas certain que cette superbe machine soit à l'écoute de la société. Avec quelques grains de sable, quand même, cette machine. Oui, exactement, mais qu'elle ne soit pas à l'écoute de la société. Sur notre sujet, regardez cette une de La Croix, demain, Chantal Delsol. C'est la question que l'on pose. La transparence jusqu'où? Après la démission des 3 ministres MoDem, le second gouvernement Philippe est plus étoffé, tout en conservant les mêmes équilibres politiques. On a entendu
entendu dans le débat le mot opération main propre. Alors attention, quand on utilise cette expression, elle renvoie à toute autre chose. Malgré tout, est-ce que vous pensez, et là je reviens à un aspect un peu plus politique, voire même politicien, que tout cela, il y a deux visions, est subi par Emmanuel Macron, mais qu'il pourrait en tirer avantage et qu'il l'a peut-être déjà fait ce soir en remplaçant d'ores et déjà les ministres, ou alors que c'est même orchestré, c'est une sorte de Machiavel qui utiliserait cette opération main propre pour se débarrasser parfois d'alliés un peu encombrants? Non, je ne suis pas complotiste à ce point-là, en tout cas pour ça, d'une manière générale. C'est de la politique, c'est pas du complotisme. Oui, voilà. Non, mais je pense que c'est quand même lui, c'est lui prêter peut-être trop de machiavélisme, mais qu'il utilise à son profit un certain nombre d'événements, comme l'événement d'aujourd'hui, probablement. On peut imaginer qu'il était content de se débarrasser de certaines personnes. En tous les cas, est-ce que vous êtes en train de dire, Michel Vivorca, attention, cette opération main propre, elle peut conduire à, j'exagère un peu, peut-être un champ de ruines, mais en tous les cas, un paysage politique déstabilisé, instable, que nous ne voulons pas connaître aujourd'hui, qui nous rappellerait d'autres républiques? Oui, ou qui nous rappellerait la période précédente, même, tout simplement. donc de ce point de vue-là, d'abord, il faut faire attention, parce que l'opération main propre en Italie, c'était une opération animée par des magistrats, par des juges. Tandis que là, c'est le chef de l'État, dans ses promesses et dans ses engagements avec François Bayrou, qui dit une de mes premières grandes réformes, ce sera ça. C'est pas sous la pression de juges qui découvriraient les pires horreurs. Donc c'est quand même la première chose. Deuxièmement, le climat n'est quand même pas du tout le même. On ne peut pas comparer la corruption qui régnait en Italie et quand même ce qui est reproché à François Bayrou. Nous n'avons pas 90% de brigands à l'Assemblée nationale, pas du tout. Je voudrais juste rappeler, puisque vous parlez d'expérience italienne, si je me souviens bien, que cette opération main propre a ensuite débouché sur 15 ans, je crois, de pouvoir de Silvio Berlusconi. Alors, on rentre dans autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier de tout, si j'ose dire, sans être dans le complotisme ou la paranoïa. Mais quand même, parce qu'il y a d'un côté des demandes de propreté, etc., et puis il y a d'un autre côté, l'exemple italien est très intéressant, des gens qui pendant 15 ans vont voter pour quelqu'un dont ils connaissent les turpitudes. On sait qui est Berlusconi, ou on l'apprend assez vite. C'est un personnage sulfureux. Et donc les gens vont lui faire confiance quand même. Donc d'un côté, on veut de la propreté, d'un autre côté, on se dote d'un leader un peu sulfureux. Bien sûr. Et j'ajoute qu'en Italie, les magistrats, en particulier, il s'appelait, je crois, Di Pietro, le juge le plus célèbre. Les magistrats en question qui ont lancé les opérations main propre, ensuite veulent faire de la politique, et ça ne marche pas du tout. Les gens n'ont pas envie de les suivre. Et d'ailleurs, Chantal Delsol, quand on voit les enquêtes sur la moralisation de la vie publique, c'est très intéressant d'entrer dans les détails sur ce que disent les Français dans les sondages. Ils sont évidemment demandeurs de cette moralisation, mais quand on pousse sur les différents items, on voit bien qu'il y a des nuances, qu'ils ne veulent pas que ce soit justement une opération, une vague qui emporterait tout, qu'ils font une différence, qu'ils ne sont pas dans le tous pourri, qu'ils ne mettent pas, et ça c'est très important, tous dans le même sac, les mêmes élus, les maires, les députés, évidemment, et les responsables politiques. Donc c'est important d'avoir aussi cette maturité politique aussi quand on mène ce genre d'opération. Il y a un bon sens chez le citoyen, moi j'y crois beaucoup. Je pense qu'on est quand même, parfois on a l'impression que la France est une démocratie un peu immature et qu'on n'a pas encore avalé ce que c'est qu'une démocratie vraiment moderne ou contemporaine. Mais quand même, on a le sentiment que le citoyen français, de manière générale, est quelqu'un qui a du bon sens. Et il sait très bien que la transparence à tout prix, c'est délétère. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est la dénonciation. Il suffit de sortir n'importe quel dossier, de le balancer à un journal pas très un journal qui mènera ses enquêtes ensuite. Voilà, qui mènera ses enquêtes. C'est leur rôle. Enfin, bon, oui. Il suffit de pas grand-chose. Donc ça devient... Non, c'est tout à fait délétère. Les gens le savent, je pense. Pour terminer, on a découvert le gouvernement tout à l'heure, équilibre politique, nouveaux visages, des entrants comme la directrice de l'ENA, d'autres femmes, vraiment 2 femmes à la défense des ministères régaliens. Qu'est-ce qui vous a frappé? Si vous aviez une chose à dire sur ce gouvernement ce soir qui vous a interpellé, Michel Vivorca. Ah bah écoutez, il s'est pesé au trébuchet les choix politiques qu'il est amené à faire. C'est un gouvernement qui sait faire de la politique, qui s'est dosé, donc tout a été... J'ai entendu toutes sortes de commentaires en quelques minutes depuis tout à l'heure qui expliquent à quel point le nombre de femmes, les profils, la gauche, la droite, le centre, etc. Tout ça est extrêmement Maintenant, dosé, le plus important, c'est les compétences. Contrôlé. Alors, les compétences, et puis moi je crois aussi qu'il faut regarder avec un tout petit peu plus de distance comment tout ça va fonctionner. Qui va être dans les cabinets? Est-ce qu'on va continuer à aller vers ce système où il y a beaucoup moins de personnes dans les cabinets et une relation directe entre les ministres et leurs cabinets? Est-ce que l'Élysée va donner des instructions de plus en plus précises
précises aux ministres et au cabinet, de sorte qu'en réalité, la centralisation sera très grande. C'est tout ceci qui mérite examen. Qu'on va surveiller. Même question pour conclure. Oui, je voudrais dire quelque chose à propos de la politique de Macron. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est quand même qu'il peut se permettre de dire des choses, de faire des propositions libérales qui sont acceptées, alors que jamais le 10e n'aurait été accepté de n'importe quel candidat. Comment vous l'expliquez? Eh bien, à la limite, c'est moi qui devrais aller à votre place et vous interroger. Vous vous demandez pourquoi les médias acceptent tout. Non. Nous posons les mêmes questions aux mêmes responsables. Écoutez, je trouve ça extraordinaire. Mais posez plutôt la question aux Français qui ont voté pour ce président, même si parfois c'est vrai ce que vous dites. Mais il a quand même bénéficié d'un. Mais tant mieux. Mais ça vous interpelle? Ça m'interpelle et je me dis finalement que les Français qui sont des gens tellement conservateurs, eh bien, il leur faut peut-être un Bonaparte pour accepter les réformes. Eh ben, dans ce cas-là. Nous verrons si elles sont acceptées et à quelle ampleur. Oui, alors moi je me méfie énormément. J'entendais quelqu'un tout à l'heure sur votre antenne parler de macromania ou macronmania. Je me méfie de toutes ces choses-là. Je me méfie aussi d'une sorte de kremlinologie ou soviétologie où on regarde chaque fait et geste le plus minuscule pour en déduire ceci ou cela. Pas d'excès, restons dans un débat et un match comme ce soir, serein et apaisé. Tout à fait. Mais moi, je suis vraiment convaincu que tout ceci est mené de façon intelligente, claire, nette, et surtout que les Français, qui ont failli d'ailleurs voter aux extrêmes dans un certain nombre de situations, on n'était pas loin du pire, les Français se disent: la droite classique a échoué avec Sarkozy, la gauche classique a échoué avec Hollande. Le plus important, c'est pas la propreté dont on vient de parler, c'est la réussite économique, le chômage, l'emploi. En disant cela, vous dites qu'il a une très lourde responsabilité sur les épaules. Parce il a une responsabilité, mais il suffit de regarder les enquêtes sur la satisfaction des chefs d'entreprise. Les gens lui font confiance dans le monde économique. Merci pour ce débat et vos analyses respectives. Sonia. La suite de l'émission dans quelques instants, c'est le grand entretien avec Jean-Hervé Lorenzi, économiste, professeur, mais d'abord le tour d'horizon de l'actualité du jour. Nouveau gouvernement et déjà des passations de pouvoir, celle de Jacques Mézard qui prend la place de Richard Ferrand au ministère de la Cohésion des Territoires, mais aussi le départ de Sylvie Goulard qui laisse la place à Florence Parly à la Défense. Front National. Une nuée de journalistes. Marine Le Pen, accompagnée des 7 autres députés FN, a fait ses premiers pas à l'Assemblée nationale. Photos sur le perron, découverte de l'hémicycle. Hormis Gilbert Collard, tous découvrent les lieux. Gilbert aussi a un rôle très important. Il a déjà fréquenté l'Assemblée pendant un mandat. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde. Et donc c'est aussi lui qui discute ou qui discutera, je n'en sais rien. Mais l'ambition, elle est quand même de rassembler pour essayer de créer un groupe. À 8, les députés FN ne sont pour le moment pas assez nombreux pour créer un groupe à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Finalement, ce sera chacun de son côté. Le Parti communiste et France Insoumise ne formeront pas de groupe commun à l'Assemblée nationale. Le PC s'alliera à 4 élus ultramarins pour avoir les 15 députés nécessaires pour former un groupe. Mais André Chassaigne, le député du Puy-de-Dôme, précise qu'il n'entend pas s'opposer au groupe France Insoumise, mais trouver des moyens de travailler ensemble. Déclaration. Mais je crois qu'en tout cas, il a fait une déclaration que j'ai trouvée très digne, très à la hauteur de l'homme que je connais, qui est aussi un homme de liberté, puisque je suis élu avec lui à Pau. Donc ça ne m'étonne pas. Il parle de son envie aussi de ne pas entraver, je crois, tout simplement la volonté que cette loi aille jusqu'au bout. C'est une loi qui est importante, indéniablement, pour le Parlement, pour la confiance des citoyens aussi. Donc après, il a dit qu'il faisait confiance à la justice. C'est le moindre, puisqu'il est ministre de la Justice sortant. Et donc voilà, je pense que c'est la justice qui fera son travail. Emmanuel Macron. Alors qu'à l'Elysée, on se prépare à annoncer le remaniement, Emmanuel Macron lui poursuit ses rencontres avec les chefs d'État étrangers, notamment le prince héritier d'Abu Dhabi, mais aussi le président colombien Juan Manuel Santos. Demain, le président de la République participera à son premier Conseil européen à Bruxelles. En France.
33 degrés, 37 et des pointes à 38. Partout en France, les températures favorisent la pollution à l'ozone. Pour ceux qui prennent la voiture à Paris, attention, demain, les véhicules les plus polluants ne pourront pas circuler. Dans le reste de la France, plusieurs villes ont modifié leurs horaires d'ouverture des parcs et piscines. Mon invité ce soir est économiste, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date qui s'intitule « L'avenir de notre liberté, faut-il démanteler Google ?» et quelques autres. Il est aussi le président du Cercle des économistes. Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, on va parler en détail de votre livre. D'abord, l'actualité ce soir, ce sont des changements. En partie, un gouvernement qui est modifié, mais les postes qui sont directement liés à l'économie, qui sont directement liés à Bercy n'ont pas changé. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, ils vont porter vraiment le projet économique d'Emmanuel Macron. Si vous deviez définir l'essence de ce projet économique, l'architecture, l'esprit, que diriez-vous ? Je dirais d'abord que, contrairement à ce qui s'est passé au fond dans les deux quinquennats précédents, il y a un projet. Après, on peut aimer ou pas aimer. Deux, c'est un projet, juste une parenthèse, mais dans les nouvelles très importantes, c'est ces prévisions de l'INSEE pour l'année qui sont plus favorables. Donc, ils arrivent dans un climat économique qui est quand même au fond, plus positif. Et troisième idée, c'est qu'on recrée finalement une sorte de dynamisme. Alors, ça se trouve aussi bien dans l'idée de la fiscalité, des revenus de l'épargne, tout ça pour pousser les gens à investir. Ça se voit dans les ordonnances qui consistent au fond à rendre plus flexible le marché du travail. Et puis, ça se voit aussi dans tout ce qui est en matière d'investissement, l'idée, le projet. On sait que Emmanuel Macron est très attaché au fond aux nouvelles technologies. Donc, il y a c'est un monde finalement qui est destiné à croître. Alors, 1,6. Moi, je suis un peu plus optimiste. Je pense qu'en fin d'année, on peut tangenter les 1,8. Et 1,8, on rentre. Je suis franchement optimiste. Et donc, je crois qu'à partir de 1,8, on est dans un cercle vertueux. Donc, en réalité, c'est un pari qui est tout à fait gagnable. Les résultats du déficit et de la dette ne vont pas être top. Parce que la réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup déjà de promesses. Ça, c'est la discussion avec Bruxelles. C'est intéressant, l'économiste qui me dit que ça va être plus que l'INSEE. Est-ce que c'est Jean-Hervé Lorenzi qui parle, l'économiste sérieux, ça, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un petit peu versé dans la Macron-mania et qui pense que l'arrivée d'Emmanuel Macron est en train d'ouvrir les eaux et les portes ? Je n'ai jamais cru qu'il y avait une espèce de vision divine des sujets. Non, je crois juste qu'on est dans une conjoncture qui est assez favorable. Je crois depuis longtemps qu'on est plutôt reparti. D'ailleurs, la fin de la période Hollande s'est révélée quand même bien meilleure que le début. Donc, on doit reconnaître que c'est un peu de la chance, mais il a de la chance. Et je trouve que son projet est un projet qui est un projet assez dynamique. J'en vois la difficulté. La difficulté, c'est que pour atteindre les objectifs dits européens, ça ne va pas être facile. Vous dites dynamique, pas libéral. Pourquoi ? C'est pareil ? Parce que... c'est un gros mot pour vous ? Non, pas du tout. Mais libéral, c'est l'idée que, au fond, les marchés, s'ils sont bien flexibles, ça fonctionne, c'est formidable, ça crée de la dynamique. Je crois que c'est pas suffisant. Il faut aussi de la confiance. La confiance, il y a beaucoup de choses. Phénomène très intéressant, c'est que lorsque vous regardez les sondages sur le moral des patrons de PME, de TPE, donc de toutes petites entreprises, on s'aperçoit qu'il a en réalité cru de manière positive, de manière formidable, depuis l'arrivée de Macron. Tout ça n'est pas de la Macromania. Pas du tout, c'est juste les chiffres. Vous basez sur les chiffres, mais alors compte tenu de ces chiffres, de ces indicateurs qui passent au vert, certains économistes se disent que puisqu'ils passent au vert, il faut les accompagner. C'est pas le moment de tout bousculer et de mettre en avant des chantiers importants qui peuvent provoquer des crispations. Est-ce que vous faites partie de cette école-là ? Pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, elle existe, cette école. Oui, mais vous voyez bien que l'idée, au fond, son idée, c'est fiscalité. Il faut bien, fiscalité, si vous voulez changer la fiscalité, vous la changez. Donc c'est dans la loi de finances. Après, les ordonnances, c'est en réalité sa crédibilité qui est en jeu. Si, dans les semaines qui viennent, il ne montre pas que sa manière à lui de dialoguer, Mme Pénicaud, de dialoguer, qu'elle est très efficace, à ce moment-là, il aura un problème pour toutes les autres réformes. Donc c'est au fond un problème politique, l'histoire des ordonnances. Et puis, tout le reste, la vision qu'il a au fond,
question d'autoriser, de permettre à des entrepreneurs d'avoir de la sécurité sociale, etc. Tout ça, c'est un climat qui est un climat destiné à favoriser les affaires. Et ça suppose d'énormes réformes. Favoriser les affaires. Bien, c'est un point positif, mais certains craignent que ce soit la sécurité pour les patrons, je vais caricaturer un peu, et la flexibilité pour les salariés. Il y a sûrement du vrai dans cette affaire. Sécurité, ça ne veut pas dire grand-chose. La sécurité pour les salariés. Oui, moi, ce qui m'intéresse, toujours les chiffres. Et vous voyez, les chiffres ne sont pas ceux d'ailleurs de M. Macron. Premier trimestre, c'est pas M. Macron. Premier trimestre, on a créé pas loin de 90 000 emplois. On est parti sur un rythme de création de 300 000 emplois dans l'année. Voilà, c'est ça qui compte. Et alors après, la flexibilité, c'est sûr qu'il faut la doser. On pose toujours les questions comme si c'était noir ou blanc, 1 ou 0. En réalité, tout le monde sait qu'il faut un peu plus de flexibilité sur le marché du travail. Et ben voilà, il a suffi de dire, voilà, pour que ça reparte, on a un petit souci technique et ça va repartir. Probablement d'ailleurs dû à la forte chaleur. Jean-Hervé Lorenzilla, vous parliez des indicateurs. On va revenir sur la... Voilà. Tout est reparti, tout va très bien. Excusez-nous pour cette coupure momentanée. Nous parlions des différents chiffres dans le contexte économique. Je me suis plongée dans la note de conjoncture de l'INSEE qui révèle que grâce à une enquête auprès des chefs d'entreprise, que les difficultés pour recruter sont très peu liées à la législation du travail. En gros, il n'y aurait pas besoin de changer cette loi travail. Écoutez, ce que dit la note INSEE, que vous avez parfaitement... Vous l'avez vu. Repris, bien sûr. Elle indique que c'est, au fond, pas tellement dans les conditions de possibilité de licencier le personnel que on va créer la vraie flexibilité. En revanche, les entrepreneurs expliquent que tout est compliqué, que le marché du travail, que les ACDI, que ceci, que ça, enfin, tout est compliqué. Mais moi, je suis convaincu que c'est eux qui ont raison. Donc, c'est peut-être pas la peine, en réalité, de modifier de manière géante, de manière définitive, les conditions de licenciement. Donc, en revanche, ils sont quand même tous, à 3/4, convaincus que le marché du travail est très compliqué, très obscur, très difficile, etc. etc. Donc, c'est un sujet qui est délicat. L'équilibre entre la sécurité de l'individu, pas du poste de travail, de l'individu, et la flexibilité pour l'entrepreneur, il est avec au fond des motivations un peu différentes, mais il est en réalité à modifier tout simplement pour favoriser... Si je vous pose ces questions sur les réformes, c'est que cela m'amène directement à votre livre et à cette question, est-ce que les politiques, est-ce que les responsables politiques ont encore un quelconque pouvoir sur l'économie, sur les marchés? Qui gouverne vraiment aujourd'hui? Ils ont évidemment moins de pouvoir que par le passé, c'est évident. Vous prenez la politique française, elle est menée au niveau monétaire par la Banque Centrale Européenne, où elle a son mot à dire. Elle représente la deuxième puissance de la zone, donc c'est évident. Et les politiques budgétaires, elles sont soumises à des conditions qui en fait ne sont pas particulièrement européennes, mais disons que l'Europe est là. Qui détermine la vision du monde? Eh bien, vous êtes vraiment formidable de me donner le point. Ce qui, aujourd'hui, détermine la vision du monde, ça n'est ni M. Trump, ni Mme May, ni Mme Merkel. Ce sont quelques dirigeants de très grandes entreprises, non pas de leur faute. Au fond, en réalité, ils utilisent un espace qui est vide, mais cette incapacité que nous avons, nous, de pouvoir par le pouvoir politique, par l'expression naturelle des consommateurs, des citoyens, de nous exprimer sur ce que nous voulons dans l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce vide, ceux qui portent une apparence de bouleversement technologique, qui est un peu moins important que ce qu'on imagine, mais qui donnent au fond des facilités technologiques aujourd'hui, disent le monde, c'est nous qui devons décider ce qui doit se passer en politique de la santé. Et Jean-Hervé, ils disent d'autant plus cela qu'on leur a laissé, c'est ce que vous dites, qu'on leur a laissé la place, la liberté de le faire. Il y a une forme d'abdication politique, de la politique comme on l'entend. Alors, deux choses. La première, c'est qu'il y a cette abdication. Et puis, il y a dans toute l'histoire de l'humanité, à un moment déterminé, au moment où apparaissent les technologies, une espèce de prise de pouvoir de la technologie. Il y a une dictature de la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que moi, je suis absolument pour le progrès scientifique. Je trouve que c'est formidable. On peut guérir des maladies qu'on ne savait pas guérir il y a encore 10 ans. On peut fournir des capacités de traitement d'informations qu'on n'avait pas. Tout ça est formidable. Je suis sûr que vous mettez les limites, les expérimentations génétiques. Je pense... Alors d'abord, prenons les cas les plus difficiles. Je suis, par exemple, comme beaucoup de gens,
non pas farouchement opposés, mais convaincus qu'il faut demander à des citoyens, aux êtres humains, s'ils sont d'accord, sur des manipulations génétiques sur des embryons. C'est un problème. Alors, oui, comme nous tous, on s'inquiète des possibles détournements par ces grandes entreprises qui manipulent la technologie. Et qui manipulent la technologie. Alors, vous l'avez de manière plus directe sur ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, etc., etc. Il y en a une dizaine en réalité, qui, au fond, parce qu'ils s'approprient les données sans qu'il y ait de contrôle, sans qu'il y ait, au fond, de l'autodétermination de vous ou de moi pour dire « moi, je veux bien qu'on utilise mes données » ou « moi, je ne veux pas », se retrouvent en réalité à nous déterminer l'endroit où nous sommes, là où nous allons aller, ce que nous allons acheter, ce que nous allons penser, ce qui finit quand même par poser un petit problème de liberté. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre livre. Comment expliquer cette forme de distorsion entre le poids de ces entreprises, de ces mastodontes, vraiment l'importance de leur capitalisation financière, et puis ce qu'ils représentent en matière d'emploi? C'est pas énorme. Le discours. Le discours. En réalité, les chiffres, alors j'ai peur de me tromper, parce que j'avais des chiffres peut-être qui datent d'il y a 1 an ou 2 ans, parce que, par exemple, Amazon a embauché beaucoup de non qualifiés, donc c'est pas tellement des génies c'est plutôt des mecs qui font des paquets. Mais il en a embauché beaucoup, mais disons, prenons la fourchette haute, je pense que l'ensemble des GAFA, ça représente 400 000 emplois. 400 000 emplois, c'est une très grosse boîte, mais c'est pas la fin du monde. Et le poids, en réalité, politique, au sens de ce que nous venons de dire, c'est-à-dire détermination de ce que est l'avenir, fixation d'objectifs pour l'humanité, est absolument sans aucune commune mesure avec cela. Ça se traduit par une puissance financière, puisqu'ils sont valorisés dans des conditions incroyables. Il faut rajouter au passage que, comme vous le savez, ils ne payent pas beaucoup d'impôts nulle part, donc il y a un petit avantage, mais enfin bon, tout ça devrait pouvoir se régler. Ces firmes supplantent les États, ils ça nous veut dire disent... que le monde de demain est entre leurs mains. Le monde de demain est entre leurs mains et les gens, mais c'est très facile, les gens, moi, je, vous, tout le monde, on est un peu irrité du fait qu'au fond, on a l'impression que nos vies sont désormais guidées comme le matin, le soir, la journée, on nous dit voilà ce qu'il faut faire. Mais ça n'est rien par rapport à ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a une telle capacité finalement de traitement de l'information sur nous-mêmes et de capacité d'utilisation de cette information. J'en prends au moins un exemple. Vous avez des goûts littéraires, vous avez des goûts cinématographiques, et progressivement, on va au fond vous présenter non pas l'ensemble des films, l'ensemble des livres, mais les 2 livres que vous êtes censés, par votre passé, décrits de manière un peu curieuse. Au fond, qui connaît votre vie, qui connaît la mienne? Personne. Bon, on va vous dire, voilà le film. Et en réalité, nous sommes toujours pareils, c'est-à-dire qu'au fond, pendant quelques temps, nous allons l'accepter. Oui, donc, il y a cette manière d'orienter, c'est quand même assez particulier, les choix, peut-être même les habitudes et au-delà. Et il y a ce que vous avez dit tout à l'heure qui me paraît plus important, c'est cette dictature, vous l'avez dit, ce mot, du progrès. Ça veut dire, s'il y a une dictature du progrès, Jean-Hervé Lorenzi, qu'il y a des gens qui vont rester sur le bas-côté de la route. Alors, et ça, c'est embêtant. C'est très important la question que vous évoquez. En réalité, alors ça c'est assez habituel dans les changements technologiques. Je précise que nous sommes au tout début du changement technologique. C'est-à-dire que les gens n'ont aucune conscience de, par exemple, la capacité de manipulation technologique qu'on va pouvoir faire dans les 5-10 ans. On va trouver que le chauve que je suis, il serait beaucoup mieux si j'avais des cheveux. Et youp, la boum, on va... Vous avez hâte d'y être, alors. Voilà. Donc je vois ça avec une certaine sympathie. Ça, c'est la partie sympathique. Mais en réalité, on va démarrer toute cette période. Grand changement scientifique, changement technologique. Et ça, c'est 2 phénomènes. Premier phénomène, c'est une distorsion absolue entre 2 marchés du travail, celui des très qualifiés et celui des non qualifiés. Polarisation des 2 marchés du travail. Donc ça donne des gens qui sont en réalité dans des situations matérielles difficiles. En gros, aux États-Unis, quand on est en bas de l'échelle, il faut 2 boulots ou 1 boulot et demi pour pouvoir survivre. Et puis, ceux qui sont un peu plus qualifiés, mais qui ont des jobs assez routiniers, ceux-là vont être les victimes de l'opération, parce que ça, c'est le traitement de masse, c'est se substituer à eux. Et donc, vous avez à la fois la crainte des classes moyennes,
c'est ceux qui vont sûrement être touchés. Vous avez cette émergence d'une grande... malheureusement. Ouais. Vous avez l'émergence d'une sorte de classe ouvrière, d'une nouvelle façon assez brutalisée et très inquiète, mais dans des conditions difficiles. Et puis vous avez ce que M. Reich, qui était le secrétaire d'État au travail de Clinton, avait écrit il y a déjà 15 ans, ceux qui surnagent au fond l'histoire du monde. Ils représentent 10-15% de la population. Justement, alors, par rapport, est-ce que ce ne sont pas ceux-là qui rejoignent un petit peu ceux auxquels parle Emmanuel Macron? Est-ce que ce ne sont pas ces gagnants de la mondialisation? Je fais peut-être un raccourci qui vous paraît audacieux, mais est-ce que justement, il n'est pas très inscrit, notre président, dans ce monde-là, justement, et qui parlerait d'abord à cette France-là, à ces qualifications-là? Alors, peut-être juste deux remarques. Vous allez dire que je suis en crise de macronité aiguë? Non. Donc j'essaie juste d'avoir une analyse à peu près rigoureuse du sujet. D'abord, il constate ce qu'est la situation de l'économie française. La situation de l'économie française, elle n'est pas tellement un problème de demande, mais elle est un problème d'offre, elle est un problème de gamme de production, de capacité d'utilisation, toutes nos technologies, la fintech, tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est vrai qu'il met l'accent, il y a une espèce de pinceau de lumière qui va plutôt vers ça. Et au fond, c'est ça qui va redonner confiance aux gens. Donc, s'il se contentait de faire ça, ça poserait à terme un problème parce qu'il y a des millions de personnes qui continuent à travailler dans des secteurs plus traditionnels, etc. Premier aspect. Mais sur ce point-là, au fond, c'est un problème de confiance et de retrouver dans un pays qui est un pays, au fond, de science et d'ingénieurs, confiance en soi. Donc, puis, vous dites formidable, la nation des startups. Vous l'encouragez. Voilà, je l'encourage. Ça, c'est un aspect. Et l'autre? Mais, comme je suis très objectif, je dis, si on ne fait que ça, ça ne suffit pas. Alors, là-dessus, je le vois aller au chantier naval de Saint-Nazaire et d'aller dans une industrie qui est très traditionnelle, alors, qui est merveilleusement bien réussie. Et là, de trouver des mots, y compris sur la nature des accords sociaux qui ont été faits, la technologie, mais assez traditionnelle, construire des bateaux, depuis que le monde est monde, on construit des bateaux, il le fait, je dirais, bien. Donc, 19 sur 20 pour la première partie et nous attendons les résultats sur la seconde partie. Prudence, donc, sur la seconde partie. En tous les cas, Jean-Hervé Lorenzi, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de mise en garde, ce livre? Ce qui est frappant, c'est que c'est l'économiste que vous êtes qui nous met en garde sur le pouvoir économique, finalement, qui prend le dessus. Alors, ce qui est très intéressant, c'est savoir comment ça va se passer. L'histoire des grands chocs technologiques, ça s'est passé aux États-Unis, dans le refus par exemple, à la fin du XIXe siècle, de l'empire de Rockefeller et de ce qu'on appelle le Standard Oil of New Jersey, qui a été coupé en 31 boîtes. Parce que le petit citoyen américain, il ne voulait pas. Après, il y a eu l'affaire d'ATT, qui avait 1 million de salariés, et il y a un petit juge, qui s'appelait juge Green, je dis toujours un petit juge, il était peut-être très grand, mais en tout cas, il a été courageux, et il a attaqué un espèce de monstre, et il l'a divisé en 7. Et vous verrez que la réaction du citoyen viendra vraisemblablement plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. À un moment, les gens auront envie de conserver leur liberté. Et vous posez la question, faut-il démanteler Google et quelques autres, Amazon, Apple, Facebook et les autres GAFA, hein, c'est l'acronyme en tout cas. Très intéressant parce qu'on plonge vraiment dans ce qu'ils sont, leur poids financier, capitalisation financière, mastodonte, et puis ce qu'ils représentent vraiment en termes d'emploi. Merci d'avoir été notre invité, Jean-Hervé Lorenzi. C'est aux éditions Erol. On arrive presque à la fin de cette émission. À suivre, ce sont les moments choisis à présent. Je le dis comme je le pense. Nous ne pouvons pas vivre dans une société de perpétuelle et universelle dénonciation. La France a été à d'autres époques, hélas, le pays des lettres anonymes. Celui où, paraît-il, on en a le plus écrit de toute l'Europe. La dénonciation du voisin qui vous gêne ou que l'on jalouse est entrée dans une nouvelle époque, une nouvelle phase, car la dénonciation fait désormais système avec les réseaux sociaux, avec la presse. La justice, lorsqu'elle découvre ces éléments, est obligée de se saisir. L'ouverture d'une enquête est dès lors présentée comme une pré-condamnation et la machine folle se met en
c'est une plaisanterie. Monsieur Bayrou bâillonné, ce serait nouveau. Non, monsieur Bayrou a toujours eu un langage qui était le sien, extrêmement, je dirais, libre. Et la famille à laquelle j'appartiens, vous le savez, n'a jamais été bien traitée par ce monsieur. Donc je ne lui veux pas de mal, mais je crois qu'il était temps qu'il quitte ce ministère. Je crois foncièrement que François Bayrou est quelqu'un d'honnête, dans la mesure où l'honnêteté se définit par le fait qu'il n'y ait pas d'enrichissement personnel. Il ne faut pas faire d'amalgame avec d'autres affaires qui ont pu être évoquées par le passé. Mais lorsqu'on présente une loi qui n'est plus sur la moralisation, parce que c'est un terme qui... La confiance dans la vie démocratique. Voilà, la confiance plutôt que la moralisation, je pense qu'il faut être absolument irréprochable. Moi, ce que je crois d'abord et avant tout, c'est qu'on a besoin, nous, je parle de la droite et du centre, on a besoin de reconstruire notre logiciel politique. On a besoin, très clairement, comme l'a dit Valérie Pécresse, de refaire la maison du sol au plafond. On ne peut pas continuer à être sur un discours qui soit simplement un discours identitaire, s'appuyant sur sens commun. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Pardonnez-nous pour cette petite interruption technique tout à l'heure. Merci en tous les cas de votre fidélité. À demain avec plaisir. Belle fin de soirée en notre compagnie.